Imaginez un peu, le système parfait est en place. La mission, elle est claire, la machine est construite, les outils sont prêts. Tout est là pour réussir. Exactement, tout est prêt pour atteindre ses objectifs. Et pourtant, au moment d'accélérer, quelque chose freine. Oui. Un appel important qu'on repousse, un investissement qu'on n'ose pas faire, des journées envahies par des tâches secondaires. Et si c'était pas de la paresse? Si c'était en fait une peur cachée de réussir? Une peur de devenir quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. C'est un paradoxe qui est fascinant, ça. On désire le succès, mais notre système interne fait tout pour nous en protéger. C'est ça? On se blâme, on se dit qu'on manque de discipline, alors qu'en réalité, on obéit à une programmation bien plus profonde. C'est exactement le sujet au cœur de la 53e édition de la newsletter Success Mindset Goals de Romuald Tranchot. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer cette analyse pour comprendre ce mécanisme d'autosabotage et surtout explorer une méthode pour le désactiver. C'est un sujet qui peut tout changer. Totalement. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent creuser ces thématiques, le club Success Mindset Goals est accessible gratuitement et permet de poursuivre la réflexion. Absolument. En fait, l'idée centrale du texte, elle est assez radicale. Notre succès n'est pas limité par nos compétences ou nos stratégies. Non. Non, mais par l'image qu'on a de nous-mêmes. Pour bien comprendre ça, on va d'abord explorer une analogie très puissante, celle du thermostat interne. Ça explique pourquoi on reste coincé. D'accord. Ensuite, on verra comment le mindset d'identité peut devenir le levier le plus efficace pour tout débloquer. Et on terminera avec un plan d'action très concret pour aligner qui on est avec ce qu'on veut vraiment accomplir. Parfait. Alors, plongeons dans le diagnostic. Le point de départ est un peu déroutant. Le texte affirme que ce qu'on appelle procrastination, en fait, c'est juste un mécanisme de protection. On ne fuit pas le travail. Non, on fuit un succès qui nous est inconnu, un succès qui menace de nous changer. Et ce n'est pas la première fois que cette idée apparaît dans la newsletter d'ailleurs. Les éditions sur la peur de l'inconnu ou le syndrome de l'imposteur, ça posait déjà les bases. Oui, c'est une thématique qui revient souvent, et ici, elle est expliquée avec cette analogie du thermostat interne. C'est une image très parlante. Ah oui. Imaginez que votre subconscient soit réglé sur une certaine température de succès, disons 20 degrés Celsius. Ok. La zone de confort. Voilà. C'est votre niveau actuel, votre identité. C'est là où vous vous sentez vous-même. Si, par vos efforts, vos résultats commencent à grimper et que la température atteint 21 degrés Celsius, Là, ça chauffe trop. exactement. Une alarme silencieuse se déclenche et le subconscient active des comportements d'auto-sabotage pour faire redescendre la température à 20 degrés Celsius. Il allume la clim, en quelque sorte. Je vois l'idée. Mais est-ce que ça risque pas de devenir une excuse un peu facile? De se dire « Ah, c'est pas ma faute si j'avance pas, c'est mon thermostat subconscient qui est mal réglé ». Ça peut déresponsabiliser, non? C'est une excellente question. Et le texte est très clair là-dessus. Le but, c'est pas de trouver une excuse, mais un diagnostic. D'accord. Comprendre le mécanisme, ça n'enlève pas la responsabilité. Au contraire, ça nous donne le mode d'emploi pour le reprogrammer. C'est la différence entre être passager d'une voiture qui freine toute seule et devenir le mécanicien qui peut ouvrir le capot et ajuster le système. Ah, je vois la nuance. Et c'est ce qui mène à la phrase la plus percutante du texte. Nous ne fuyons pas l'échec. Nous fuyons le succès qui n'est pas familier à notre identité. Le succès qui n'est pas familier à notre identité. C'est puissant, ça. Donc si je comprends bien, le vrai problème, la racine de tout, c'est ce conflit, cette dissonance entre nos ambitions et qui on croit être. C'est ça. La newsletter le résume avec une formule choc. Vous ne pouvez pas atteindre un pourquoi de niveau 10 avec une identité de niveau 5. On a beau avoir la plus belle des fusées, si le pilote est programmé pour rester au sol, on ne décollera jamais. C'est exactement ça. Et tant qu'on n'a pas compris ce décalage, on passe son temps à polir la fusée, à optimiser le carburant, à redessiner les ailerons, en vain. On travaille sur la mauvaise chose. Voilà. On peut avoir les meilleurs systèmes du monde, on trouvera toujours un moyen subtil de laisser le frein à main serré. C'est une prise de conscience qui peut être brutale, mais elle est absolument libératrice. Ça donne le vertige, en fait. On pense se battre contre la procrastination ou le manque de discipline, mais on se bat contre soi-même. Du coup, si le problème est si profond, au niveau de l'identité, comment on fait pour commencer à le résoudre? On change pas qui on est d'un claquement de doigts. Non, bien sûr. Et c'est là que le texte introduit la solution, ce qu'il nomme le mindset d'identité. Le changement de paradigme est total. La solution, c'est pas de faire plus. Mais c'est d'être différent. L'ordre logique qu'on a tous en tête, c'est « je vais faire des choses
pour avoir des résultats, et alors je serai quelqu'un de succès. Oui, le schéma classique. Le texte inverse complètement cette séquence. Le bon ordre, c'est être, faire, avoir. Attendez, ça, c'est vraiment contre-intuitif. On nous apprend depuis l'enfance qu'il faut travailler dur pour devenir quelqu'un. Quand j'aurai mon diplôme, je serai un expert. Quand j'aurai fait cette vente, je serai une bonne commerciale. Vous me dites que c'est l'inverse. Précisément. Le texte nous dit de commencer par la fin. Décider « je suis une experte ». Et c'est cette nouvelle identité qui va rendre les actions de l'experte naturelles, évidentes, presque sans effort. Et c'est ça qui mène au résultat. Voilà. Pour reprendre les mots exacts de la newsletter, l'action ne crée pas l'identité, c'est l'identité qui autorise l'action. Le mot « autorise » est essentiel. Voilà, Une identité forte lève les blocages inconscients et nous donne la permission d'agir. L'identité qui autorise l'action. J'aime beaucoup cette idée. Ça déplace complètement le champ de bataille. L'énergie, on la dépense plus dans la lutte pour faire la tâche, mais en amont pour définir et renforcer qui l'on est. Pulvérise la procrastination. Ah oui, comment on ne repousse pas les actions qui sont alignées avec qui on est. L'exemple de l'athlète est parfait. Un athlète ne procrastine pas son entraînement. Ça lui viendrait même pas à l'idée. C'est vrai, ce n'est pas une corvée à rayer d'une liste. C'est juste ce qu'il fait. C'est une expression de son identité, quoi. Ça transforme une lutte en une évidence. Le deuxième bénéfice, c'est que ça rend le non beaucoup plus facile. Oui, et sans culpabilité. Si votre identité est « je suis un créateur de valeur », comme le suggère le texte, dire non au shallow work, ce travail superficiel qui vous occupe sans rien produire, ça devient instinctif. La question n'est plus la même. Exactement. Ce n'est plus « est-ce que j'ai la discipline de refuser », mais « est-ce que c'est ce que ferait un créateur de valeur ?» La réponse est claire, et la décision est prise sans effort. Et ça va même plus loin, ça change aussi notre rapport aux autres. Le texte parle des « qui », ces personnes qui peuvent nous aider. Oui, une identité claire les attire naturellement. Les gens ne sont pas seulement attirés par nos compétences techniques, notre comment, ils sont attirés, souvent inconsciemment, par la clarté, la conviction qui émane d'une identité forte. C'est une sorte de champ gravitationnel. C'est ça. Quand on sait qui on est et où on va, on dégage une énergie qui attire les collaborateurs, les mentors, les clients qui résonnent avec cette vision. Pour rendre ça vraiment concret, le texte donne des exemples avant-après que j'ai trouvé très très éclairants. Celui sur le deep work, le travail en profondeur, la lutte, voilà. Et l'approche par l'identité, le être, c'est de se dire « je suis une professionnelle concentrée, le deep work est ce que je fais ». C'est fluide, c'est naturel. L'énergie n'est pas du tout la même. Non, rien à voir. Un autre exemple m'a marqué, celui sur l'investissement. Ah oui, celui-ci est excellent. L'approche par la force, je dois investir 100 €. Ça sonne comme une obligation, ça génère de la peur. On est dans une mentalité de manque, de pénurie. Exactement. Et l'approche par l'identité, je suis un investisseur, j'alloue mon capital. La phrase est presque la même, mais le cadre mental change tout. L'acte devient logique, stratégique, on passe à une mentalité d'abondance. La différence est subtile dans les mots, mais elle est abyssale dans l'énergie déployée et la capacité à maintenir l'habitude sur le long terme. Mais j'imagine que vous vous posez la question. Ça a l'air presque trop simple, non ? Totalement. On ne peut pas juste se réveiller un matin et décréter « je suis un investisseur » si on a peur de perdre le moindre centime, n'est-ce pas ? Absolument. J'imagine qu'en essayant de changer son identité comme ça, on peut vite tomber dans des pièges. Se mentir à soi-même, par exemple, et se sentir encore plus comme une imposteur. C'est exactement le risque. Et la newsletter met en garde contre 3 pièges très courants avant même de présenter le plan d'action. Le premier, c'est précisément celui que vous citez. Le fameux « fake it till you make it ». Oui, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Le texte fait une distinction capitale. Il ne s'agit pas de prétendre pour les autres, ce qui serait un mensonge externe. Il s'agit d'incarner pour soi, de développer une conviction interne. Le but n'est pas de tromper le monde, mais de se convaincre soi-même. C'est ça. On ne joue pas un rôle, on répète pour un nouveau rôle jusqu'à ce qu'il devienne nous. C'est une nuance essentielle. D'accord. Quel est le deuxième piège ? Le deuxième, c'est d'attendre la permission. C'est-à-dire attendre un résultat externe, une vente, un diplôme, une promotion, pour enfin s'autoriser à endosser la nouvelle identité. Quand j'aurai ce diplôme, je me sentirai légitime en tant qu'experte. C'est la logique du faire, avoir, être, en fait. Exactement. Et le texte nous dit de l'inverser.
C'est en adoptant d'abord l'identité de l'experte qu'on se met dans les conditions idéales pour obtenir le diplôme. On anticipe l'identité pour provoquer le résultat, au lieu d'attendre le résultat pour la justifier. C'est un renversement complet. Et le troisième piège, C'est de choisir une identité résultat. Baser son identité sur un avoir. Par exemple, je suis millionnaire. ah, je vois le problème. C'est une identité qui est extrêmement fragile. Si le marché s'effondre et que vous perdez votre argent, vous perdez votre identité avec. C'est dévastateur. Alors que la recommandation, c'est de la baser sur un processus, Voilà. sur un être en action. Pas je suis millionnaire, mais je suis quelqu'un qui crée de la valeur et gère ses ressources intelligemment. Cette identité-là, elle est robuste, elle survit aux aléas. D'accord? C'est beaucoup plus solide. Donc si on récapitule, on ne ment pas aux autres, on ne demande pas la permission au résultat et on ne s'attache pas à un résultat. C'est clair. Maintenant qu'on a vu les pièges, comment on fait concrètement? Alors le texte propose un plan d'action très pragmatique en 4 étapes. La première, elle est simple en apparence, mais c'est la plus importante. Décider. Décider de qui on veut devenir. Il faut définir avec une clarté absolue qui est cette identité V2, cette nouvelle version de soi. Mais comment on fait pour que ce ne soit pas juste une déclaration d'intention un peu vague, une bonne résolution qui ne tient pas? En la rendant la plus concrète possible. La newsletter suggère de lui donner un nom, d'écrire sa philosophie, ses principes, qui est cette personne, comment pense-t-elle, comment parle-t-elle. Plus l'image est nette, plus le cerveau a une cible claire. Ok. Une fois qu'on a cette description, cette identité V2, quelle est la suite? La deuxième étape, prouver. Notre cerveau rationnel est sceptique. Il a besoin de preuves pour croire à cette nouvelle histoire qu'on lui raconte. Il faut lui donner des petites victoires. Des micro-preuves, exactement? Si votre identité V2 est « je suis un investisseur », investissez 10 €. Pas 10 000, juste 10. L'acte en lui-même est la preuve, pas le montant. Si c'est « je suis une autrice disciplinée », écrivez une phrase. Une seule. Chaque petite action est un bulletin de vote qu'on dépose dans l'urne de sa nouvelle identité. J'aime bien cette image. C'est exactement ça. On fait basculer la majorité interne petit à petit. Donc après, décider et prouver, vient la troisième étape, Incarner. le passage à l'échelle. Oui, à chaque décision de la journée, petite ou grande, il faut prendre l'habitude de se poser la question « Que ferait mon identité V2 dans cette situation ?» Et ensuite, il faut le faire. C'est l'action répétée qui ancre l'identité dans le réel. Et c'est là qu'on boucle la boucle, que le être se transforme en faire de manière cohérente. Et la dernière étape, La dernière, et peut-être la plus cruciale au début, protéger. Une nouvelle identité, c'est comme une jeune pousse, c'est fragile. Il faut la protéger des intempéries. voilà. Concrètement, ça veut dire soigner son environnement et choisir son entourage, les fameux « qui ». Il faut consciemment s'entourer de personnes qui reflètent ou soutiennent cette nouvelle identité, et prendre ses distances avec celles qui nous tirent constamment vers l'ancienne. C'est sans doute l'étape la plus sous-estimée. On peut avoir la meilleure volonté du monde, si notre environnement nous renvoie en permanence une image de nous qui ne nous correspond plus, c'est un combat perdu d'avance. Absolument. Et il est intéressant de noter que tout ce système de pensée, ça ne sort pas de nulle part. La newsletter mentionne une référence fondatrice, Psycho-cybernétique, de Maxwell Maltz. Ah oui, un classique absolu du développement personnel, mais dont l'histoire est assez méconnue. Oui, et l'histoire d'ailleurs ce livre est incroyable. Imaginez, on est dans les années 50. Maxwell Maltz est un chirurgien esthétique de renom à New York. Il refait des nez, corrige des cicatrices. C'est ça. Et il s'attend à ce que ses patients soient transformés, heureux, mais il tombe sur un phénomène qui le déconcerte. Il réalise une opération parfaite sur un patient, mais des semaines plus tard, celui-ci revient toujours aussi mal dans sa peau. Rien n'a changé pour lui. Le thermostat interne n'a pas bougé. Exactement. Maltz comprend que la cicatrice la plus profonde n'est pas sur le visage, mais dans l'esprit. Il réalise qu'on a tous une image de soi mentale, et que peu importe ce qui change à l'extérieur, si cette image interne ne change pas, notre comportement restera le même. Et c'est dans ce livre qu'on retrouve ces idées de thermostat, de cible pour le subconscient. Précisément. Maltz compare le subconscient à un missile autoguidé. C'est un mécanisme de recherche de but. Il ne juge pas si la cible est bonne ou mauvaise, il exécute. Il va juste vers la cible qu'on lui donne. Voilà. Si la cible, c'est « je suis timide et je n'y arriverai jamais », il va manœuvrer avec une précision redoutable pour vous faire échouer. Si la cible devient « je suis confiante et je suis une créatrice de valeur », il va se réorienter.
Ce livre, comme le dit la newsletter, c'est vraiment le mode d'emploi du pilote. C'est fascinant. En résumé, après avoir passé du temps à construire la machine, à définir le comment, on se rend compte que le jeu change complètement. Le vrai défi, c'est plus la machine, c'est de maîtriser son pilote, le être. C'est ça. Le message qui ressort de tout ça est simple mais puissant. N'attendez pas le succès pour devenir cette personne. Devenez cette personne pour attirer le succès. C'est la clé de voûte de tout le système. Et pour terminer, la newsletter conclut sur une question, une seule. Une pensée à emporter qui est à la fois simple et incroyablement profonde. Je suis curieuse de l'entendre. La question est la suivante. La personne que je suis aujourd'hui est-elle capable d'accomplir ce que je veux demain ? Ouf, c'est une question qui force à une honnêteté radicale avec soi-même. Si la réponse est non, alors le travail est clair. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler à devenir cette nouvelle personne. La personne que je suis aujourd'hui est-elle capable d'accomplir ce que je veux demain ? C'est une question puissante pour conclure. Merci d'avoir décortiqué cette analyse avec nous. Le sujet de l'identité est immense et j'espère que ça a ouvert des pistes de réflexion. C'est un travail continu, le choix de chaque instant, le plus passionnant qui soit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, n'hésitez pas à rejoindre le club Success Mindset Goals pour continuer la discussion et avancer. C'est gratuit et le lien est accessible depuis la newsletter. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.